Nous sommes le lundi 4 octobre, ces actualités couvrent les 6 derniers mois. Bonjour à tous. Nouvelle découverte pour commencer. Une mouche vieille de 47 millions d'années a été retrouvée fossilisée dans la fosse Messel en Allemagne. Une découverte déjà intéressante de par la fragilité de l'insecte et encore plus étonnante quand on sait que son estomac est rempli de pollen de différentes plantes. Une avancée dans la reconstitution de la flore de l'époque et de la région, mais aussi sur le comportement de ces insectes. Cela signifie qu'à l'époque, les mouches avaient un rôle de pollinisatrice probablement très importante, qui aurait pu peut-être surpasser le rôle des abeilles. Pour l'instant, et même si la découverte est très intéressante, cela ne touche qu'une toute petite zone, car apparemment l'insecte volait sur de petites distances pour se nourrir. Découverte paléontologique toujours en Chine, cette fois-ci, une mine de connaissances a été mise à jour sur le site de Eyerlingenstadt, où jusqu'à présent, près de 3000 fossiles ont été retrouvés. Un site exceptionnel de par la nature de ses anciennes vies. En effet, il s'agit de fossiles juvéniles. Comprenez des animaux en cours de développement vers l'âge adulte. Une nurserie géante qui poserait un regard neuf sur l'évolution de certaines espèces. De plus, la plupart de ces fossiles sont des invertébrés, ce qui ajoute à l'étonnante découverte. Vers, méduses, insectes, tous quasiment à l'état juvénile, qui nous en apprendront un peu plus sur la manière dont ils avaient de se protéger des prédateurs. Des études scientifiques seront bien sûr menées pendant une longue période sur ce site. Petite histoire et découverte mignonne pour finir, un jeune Anglais âgé de 6 ans du nom de Siddharth Singh a pu voir ses rêves de découverte et de trésors réalisés. En effet, lors du confinement dans la contrée de Walsall, le jeune Siddharth s'ennuyait et décide de mener des recherches de fossiles dans son jardin. Après avoir retiré des couches de glaise, il tombe enfin sur un fossile qu'il ramène à son père, les étoiles plein les yeux. Après avoir demandé de l'aide à la communauté Facebook, le père et son fils obtiennent enfin la réponse. Un fossile de Tetracoralla datant de l'ère paléozoïque, ayant vécu entre -540 et -240 millions d'années. Un fossile sans grand intérêt mais qui émerveille Siddharth qui retourne creuser dans son jardin. Il fera alors découverte sur découverte d'autres mollusques, des coquillages, mais également des tentacules de calamars fossiles beaucoup plus intéressants. On pourra dire que ce jeune homme aura fait ses preuves de paléontologue bien jeune. Bravo à lui. Actualité maintenant à Kwalati, à 300 km de Johannesburg, en Afrique du Sud. Un berger a trouvé sur une colline, à peine enterrée, un diamant brut. La découverte a vite fait le tour de la région et inévitablement une chasse aux diamants s'est organisée alors. Rappelons que la pauvreté et le chômage, dépassant 30% de la population dans cette région, expliquent tout à fait un déplacement aussi fulgurant et important. En effet, des milliers de personnes se sont armées d'outils pour trouver ces précieuses pierres. Les spécialistes n'ont pas tardé à arriver sur le terrain pour analyser ces découvertes, analyse vite établie puisqu'il s'agissait de quartz et non de diamants. Les autorités ont dû venir sur place et expliquer aux milliers de personnes que cela ne servait à rien de creuser pour ce genre de pierre. Une bien grande désillusion pour ces rêves de richesse. En France, à Cabrières, dans l'Hérault, un site archéologique a été saccagé suite aux prospections de cristalliers peu regardant sur l'histoire du lieu. De belles découvertes minéralogiques ont été faites, mais à quel prix? Conclusion, un communiqué est sorti interdisant à toute personne de s'approcher de l'endroit et la surveillance a été renforcée. Une interdiction de prospecter a été également mise en place sur plusieurs communes alentours. Notons que l'ensemble des cristalliers se voit du coup mis dans le même sac. Nous rapportons cette affaire récente dans l'Hérault, mais ce genre de destruction est assez récurrent et ne sont bien sûr provoqués que par une minorité de prospecteurs. Rappelons que préserver un lieu archéologique ou classé en zone protégée est bien plus important que quelques trouvailles. Un grand merci en tout cas à eux pour avoir fait reculer l'acceptation du métier de cristallier en France. La République démocratique du Congo a eu gain de cause auprès de la Chine. Une demande avait été déposée auprès de Pékin pour faire interdire les exploitations chinoises illégales sur le sol congolais visant directement 6 entreprises. Le ministère chinois des Affaires étrangères a décidé de punir les entreprises concernées et de les faire revenir en Asie, ajoutant qu'il est normal de respecter les lois des autres pays. Cette réponse positive du gouvernement chinois peut découler directement des critiques visant Pékin concernant le contrôle des richesses sur le sol africain par l'Asie. Une nouvelle bien triste pour la minéralogie française, je souhaitais rendre hommage à Pierre Barian. Cet éminent cristallier globe-trotter, conservateur du musée de minéraux de l'université Pierre et Marie Curie et auteur de très nombreux et excellents ouvrages sur la minéralogie, s'est éteint. Un hommage lui sera rendu dans la prochaine revue, le Règne minéral numéro 162.
À titre personnel, je souhaitais le remercier pour tout ce que j'ai appris, pour son travail, ses découvertes. C'est à mon sens un grand manque pour la minéralogie française. Mes plus sincères condoléances à la famille. Dernière actualité, le groupe Suez a pour projet de longue date d'ouvrir un centre de stockage des déchets sur l'ancienne mine de Fonsante. Mine hautement célèbre pour son histoire et sa minéralogie. Ce lieu est également un espace préservé et protégé par bon nombre de communes alentours. Une réunion a eu lieu regroupant l'entreprise et les maires des communes alentours pour trouver un arrangement. Discussion qui a très vite tourné en la défaveur du groupe Suez qui s'est heurté à un mur. Les maires ont bien fait comprendre qu'il n'y aurait aucune discussion possible, que ce soit avec ce groupe ou avec l'État. Le projet reste en suspens, une petite victoire en espérant qu'un jour ce projet soit définitivement enterré. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur ce projet, je vous renvoie en description vers la pétition anti-Fonsante. Mise en lumière, André Caron a créé il y a plus de 30 ans un musée consacré à la nature. Avec l'aide de son grand-père, il a voulu transmettre sa passion de toujours au plus grand nombre. Dans ce musée, dans le village de Samer, dans le Pas-de-Calais, André est sur le point de prendre sa retraite, après une vie de transmission à expliquer la faune, la flore et le monde minéral. Seulement voilà, ce musée risque de ne pas être repris, faute de moyens ou de successeurs. Je vous invite à regarder le reportage Facebook qui a été réalisé sur cet homme, inspirant de par sa jovialité, sa passion et la sympathie qu'il dégage. Et si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à visiter son musée. Avancée technologique, une information à vérifier dans le temps, mais si cette invention est valide, cela permettrait de lutter contre les imitations et les arnaques dans la haute joaillerie. Alrosa, en Russie, a mis un nouveau système de traçage pour leurs diamants. Jusqu'à présent, un diamant était identifié par une gravure sur le côté de la pierre et par un double virtuel dans les archives du laboratoire certifié. Alrosa a réussi à implanter une marque invisible pour l'œil humain, identifiant à coup sûr l'authenticité et la provenance de chaque pierre. Cette empreinte identitaire est imprimée à l'intérieur même de la structure de la pierre, et ce en 3 dimensions. Une marque uniquement visible avec un scanner. De plus, il est tout à fait possible de graver des pierres brutes. Si cette technologie fait ses preuves, il serait intéressant de la voir se diversifier pour d'autres pierres. Passons aux imitations. Attention, ne vous faites pas avoir par ces fausses émeraudes que l'on peut voir sur les sites inénérables tels que Wish ou eBay. Lorsque vous voyez ces émeraudes sans aucune transparence, méfiance. Il peut s'agir de béryl incolore teinté ou bien de labradorite verte. Si vous souhaitez acheter ce genre de pierre, ne passez pas par ces sites, mais par un professionnel reconnu bien sûr. Autre imitation, on voit apparaître de plus en plus souvent les fameuses agates allemandes. Ces agates ressemblent aux calcédoines de par leur couleur, mais il s'agit en fait de scories, de résidus de fonderie, en bref, de verroterie. Repérez les lignes de croissance qui n'ont pas la netteté de l'agate, et surtout vous pouvez observer encore des bulles figées dans le verre. Si vous voyez le terme agate allemande et cette couleur bleue, vous pouvez passer votre chemin. Imitation encore, attention au faux Larimar. Cette imitation porte le nom de Snowflake Stone et peut facilement passer pour du Larimar pour les non-experts ou lorsque la matière est de bonne qualité. Pour ne pas changer, il s'agit d'une pâte de verre. La transparence est trop nette et sur les modèles de grosse taille, on peut apercevoir les bulles si caractéristiques. La partie blanche n'a également rien de naturel. Dernière imitation, n'achetez pas de perles en azurite malachite. Toutes celles observées sont apparemment des fausses. Il s'agit en fait de lapis-lazuli teinté en vert. Vous pouvez observer les petites paillettes de pyrite dans certaines perles et également une répartition des couleurs qui ne ressemble pas tout à fait à l'azurite malachite. Au bout d'un certain temps, la teinture verte va s'en aller, laissant place à un lapis-lazuli de très mauvaise qualité qui plus est. Une imitation très convaincante au premier coup d'œil et je suppose que la majorité des commerçants n'ont pas fait attention à la supercherie. Donc, prudence que ce soit du côté commerçant ou du côté client. Avant de terminer ce journal, 3 observations particulières. Si Sheng Hu nous présente une aragonite violette en provenance du Yunnan en Chine. Sa coloration tout à fait particulière et naturelle viendrait de l'ion cobalt en trace dans le minéral. Une photo de Helmut Breiss München d'un spinel rouge avec une formation magnifique. Un double triangle de formation particulièrement esthétique. Et même si la pierre est minuscule, cela nous offre un tableau remarquable. L'atelier La Petite Gemme nous offre un travail très intéressant sur un quartz.
Une taille comportant 282 facettes, rendant une brillance tout à fait appréciable, et surtout un motif très original. Comme tout au long de ce journal, vous pourrez retrouver les liens en bas dans la description. N'hésitez pas à aller voir le travail de la petite gemme, qui nous propose toujours des tailles plus originales les unes que les autres. C'est la fin de ce journal consacré aux minéraux et aux fossiles. Je vous laisse avec ce proverbe très connu en minéralogie: bien mal acquite ne profite jamais. Au revoir.